je remercie particulièrement WWF et Henrik Paul Griffin, qui sont les principaux organisateurs de cette rencontre. C'est-à-dire, tout d'abord, je n'avais pas prévu, en fin de compte, de parler de gaz de schiste, sachant dans la globalité, dans les généralités. On m'a demandé de parler de la situation du gaz de schiste en Algérie et en Tunisie éventuellement, du fait qu'on partage les mêmes gisements de gaz de schiste et aussi les mêmes nappes phréatiques. Mais là, peut-être je me suis obligé de faire un petit raccourci sur la définition, sur un peu l'historique de l'exploitation de cette matière et éventuellement sur les plus grands dangers sur l'environnement et par rapport à la santé des populations. Donc le gaz de schiste, c'est un gaz naturel qui a été formé de la même manière que le gaz dit conventionnel, sauf la différence qu'il y a est que ce gaz est resté emprisonné dans les grandes profondeurs de l'ordre de 9000 mètres, donc dans les roches mères, c'est-à-dire dans les roches où ils sont constitués. Donc c'est pour cette raison son extraction demande une technique assez spéciale et qui est dite non conventionnelle, parce qu'elle se distingue par rapport à la technique habituelle de forage horizontal. Donc la technique d'extraction des gaz de schiste consiste à faire un double forage, d'abord un forage vertical, ensuite horizontal, en injectant un mélange de sable, d'eau, d'énormes quantités d'eau, qui sont évaluées à peu près à 9000, voire même plus de mètres cubes par puits. Donc ce qui est gigantesque, c'est à peu près l'équivalent d'un volume de 10 piscines. Et donc elle produit cette technique qu'on appelle la fracturation hydraulique, elle provoque des micro-fissurations. Donc ces micro-fissurations qui vont engendrer beaucoup de problèmes par rapport en arbre, par rapport aux écosystèmes, par rapport aux émanations, par rapport aux santé de population et aussi même des séismes qui ont été évalués de l'ordre de 4,5 à 5 degrés sur l'échelle Richter et qui sont des séismes permanents. Donc c'est pour cette raison l'exploitation de gaz de schiste est très dangereuse, du fait que, par exemple, à un point où le Congrès américain avait demandé, et ça malgré les pressions des multinationales, les pressions des lobbies, pour faire une enquête qui a été, si vous voulez, concrétisée par un documentaire qu'on a appelé Gazland. Et donc ça a révélé surtout par rapport à la santé des populations où il y a même des décès, il y a beaucoup de maladies du fait que dans le mélange il n'y a pas que le sable et l'eau, il y a aussi des produits chimiques qualifiés de cancérigènes. On a une trentaine de produits chimiques sur les 500 à 700 utilisés, une trentaine qui sont cancérigènes, dans le xylène, etc. Donc voilà.
je ne vais pas m'attarder sur la question théorique. Peut-être j'en parle un peu des aspects économiques et là c'est le listing des conséquences de l'exploitation du schiste par rapport à l'environnement et santé de population. Donc l'impact sur l'eau et l'air, bon, éventuellement, comme partout, quand on fort, donc on assure très mal la sécurité du forage. Hein, malgré qu'on fait ce qu'on appelle le bétonnage, mais tout de même, par exemple, le documentaire Gazden a montré qu'il y a toujours des fuites au niveau des nappes phréatiques traversées. Et là, avec l'histoire des produits chimiques, donc automatiquement, c'est toute la nappe qui va être contaminée et la décontamination va demander beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens, et à savoir si finalement cette décontamination réussira. Donc, par rapport à aussi c'est important, l'air, vous savez que suite à l'exploitation de gaz de schiste, il y a toujours de l'émanation des gaz, notamment il y en a 4 qui est considéré comme gaz à effet de serre, et donc par rapport à nos pays, c'est-à-dire déjà la réalité est avancée, donc ça va accentuer le réchauffement climatique. La consommation d'eau, j'en ai déjà parlé parce que nos pays sont déjà connus par le stress hydrique, donc ce sont d'énormes quantités d'eau qu'on doit les mobiliser pour un puits tout à fait simple. Les risques sismiques aussi, j'en ai parlé, donc c'est des séismes, ça a été constaté aux États-Unis par exemple, des séismes réguliers de l'ordre de 5 degrés Richter. Alors, le problème des antagonismes entre l'OBI et multinationales et les sociétés civiles éventuellement et ONG, donc sont de fait. Dans un endroit où, par exemple, comme la France, la société civile est mieux mobilisée et mieux structurée, donc arrive à stopper cette exploitation. Dans les pays où c'est le contraire, donc c'est plutôt les multinationales qui dominent, donc ils arrivent à l'exploiter. Donc c'est une question de pression entre les deux parties. Alors, peut-être je ne l'ai pas inclus dans le diapo, les enjeux géostratégiques par rapport à la question, notamment pour ce qui est du Maghreb. Donc, vous savez, les pays qui ont opté pour l'exploitation de gaz de schiste sont des pays qui ne regroupent pas d'énergie conventionnelle. Hein, les États-Unis, le Canada par exemple. Donc, ces pays-là travaillent essentiellement à se libérer de la dépendance en matière énergétique des pays qui ont les énergies conventionnelles, hein, notamment la Russie, l'Algérie, etc. Autre chose que je dois en parler sur ce plan par rapport aux jeux géostratégiques, on a estimé que, surtout pour le cas algérien, hein, on a estimé que ce n'est pas le gaz de schiste qui les intéresse vraiment, ce sont d'autres choses, hein, comme par exemple les terres rares qui constituent maintenant une course entre la Chine et les États-Unis, où la Chine
détient 95% des gisements de terres rares et le reste il existe au Sahel et donc il y a une course vraiment effrénée entre les Américains et les Chinois pour s'en accaparer. Donc, à notre humble avis, c'est une question de beaucoup plus d'arrière gaz de schiste. Donc ça va, le gaz de schiste, donc, malgré ses effets, va constituer une étape pour arriver à d'autres choses. Alors, si vous permettez, donc, par rapport au mouvement qu'on a engagé, donc ce soir en Algérie ou bien en Tunisie, du fait que ma responsabilité d'en parler, donc nous, suite à la publication suite à la publication de l'annonce de la décision de faire le premier forage en Algérie, donc on a fait une pétition au mois de juin 2012 et qui a maintenant atteint, a dépassé les 1000 signataires. Et après on a fait des articles de presse, on a fait des vidéos, des conférences, on a coordonné avec nos amis marocains, nos amis tunisiens, et maintenant, voilà, on est à l'échelle euro-maghrébine. Je termine avec si vous voulez, les conséquences de ce travail. Aujourd'hui, même, je viens d'avoir l'information que le gouvernement algérien ne va pas exploiter le gaz de schiste avant 2040. Et je pense aussi, même pour la Tunisie, il y a certaines informations comme quoi on n'a rien signé de contrat avec Shell, etc. Donc je vous en remercie. Donc je commence par remercier le comité d'organisation. Ça commence bien. Un accident. Je remercie le WWF et la fondation allemande qui nous ont permis donc de profiter de cette rencontre pour sensibiliser le cas des gaz de schiste et pour tenter surtout de vous demander de nous aider dans cette action de sensibilisation. Parce qu'il y a un danger qui menace donc les populations, qui menace donc l'avenir des générations à venir. Et donc c'est un travail commun qu'on doit mener. Quand il y a quelqu'un qui doit être jugé devant un tribunal, généralement on a recours à ses antécédents. Et là, le gaz de schiste, il a beaucoup d'antécédents. Il y a déjà des antécédents aux États-Unis, il y a des antécédents au Canada, en Europe, et maintenant on arrive au Maghreb, en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Alors, tout à l'heure il a été question du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement qui, bon, de temps en temps, il nous fait plaisir avec ses déclarations de participer au changement climatique, de réduire le CO2, de participer à la sécurité des gens, mais en même temps, quand on voit le manque de cohérence, c'est ça le terme, l'énergie, la politique énergétique marocaine manque de cohérence. On parle de sécurité, on parle de changement climatique, on parle de réduction de CO2, et en même temps, Mme Amina Belkhdar et M. Douiri Fouad, de temps en temps, ils remuent le dossier du nucléaire. Ils remuent aussi le dossier du gaz de schiste. Mais personne ne savait que le gouvernement marocain avait passé des contrats avec quatre groupements, 4 compagnies pétrolières pour prospecter et pour exploiter le gaz de schiste au Maroc. Il fallait donc, à travers nos amis tunisiens, algériens, à travers la discussion et l'échange d'informations, qu'on a su que notre gouvernement, à notre insu, parce que la population quand même, elle doit être consultée, on doit participer à la décision. Ça nous concerne tous. Le Maroc, il appartient à tous. Tous les Marocains doivent quand même contribuer à l'action. Il n'y a pas que le ministre qui prend sa décision ou le premier ou le gouvernement.
nous devons être consultés parce que c'est une question de notre avenir, l'avenir de nos futurs fils et filles qui vont venir et qui vont trouver devant eux une atmosphère irrespirable, une eau, parce que l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie, on ne peut pas se donner ce droit d'empoisonner la vie et de l'intoxiquer et laisser une terre sans eau, et bien c'est sans homme. Nous ne pouvons pas vivre sur cette terre s'il n'y a pas de l'eau. Et on est en train de, comme l'a souligné mon ami professeur Moussa Qassem, on est en train d'empoisonner les réserves en eau, les nappes phréatiques, on est en train d'injecter du poison. Plus de 500 produits chimiques sont injectés dans le sous-sol et qui sont en train de migrer vers les nappes phréatiques. Sur les 500 produits chimiques, il y en a 30 qui sont hautement toxiques, cancérigènes. Est-ce qu'on a le droit d'intoxiquer les eaux pour les générations futures? Et c'est ça le message qu'on voulait passer à notre gouvernement, à nos décideurs, d'être quand même sensibles à ces actions. Nous ne devons pas seulement réfléchir sur l'avenir ou les bénéfices ou les profits qu'ils doivent tirer ces compagnies. Bon, s'ils veulent investir, qu'ils investissent. Il y a des énergies renouvelables, il y a des énergies propres. Et encore, nous allons voir tout à l'heure sur le débat qu'il y a d'autres sortes d'énergie qu'on n'a pas tenu compte dans le potentiel. Le potentiel de notre pays, eh bien, on suffira peut-être, un jour j'ai assisté à un expert allemand, il était venu chez nous à Oujda, et bien avec un petit carré de rien du tout, on pouvait subvenir largement les besoins de notre pays et une grande partie des besoins des pays européens. Et alors, pourquoi aller taquiner le diable? Pourquoi aller provoquer l'empoisonnement de notre nappe phréatique? Pourquoi toucher aux réserves naturelles des générations? Ils ont leur droit dessus. Alors je dis carrément, la semaine passée, notre ministre, M. Fouadouri, il était en réunion en Europe, dans un forum international sur les gaz, et il a déclaré comme quoi le gaz, c'est l'énergie la plus écologique. Eh bien, je ne lui donne pas le droit d'utiliser ce terme d'écologique, parce qu'il doit consulter les écologistes et les militants et le peuple pour voir si c'est vraiment un gaz qui doit être considéré comme propre ou non. Eh bien non, monsieur le ministre, le gaz de schiste n'est pas une énergie propre, c'est une énergie dangereuse. C'est une énergie dangereuse pour nous, pour nos enfants. Alors s'il vous plaît, prenez en considération ceci et essayez d'être en faveur de la population. Je vais vous défiler parce que généralement je reste trop longtemps pour la première. Dans la première diapo, 5 minutes c'est passé. Bon, je voulais donc intituler l'exposé comme impact écologique et sanitaire parce qu'il est question de la santé de la population. Il n'y a qu'à voir sur les Américains qui ont accepté les pauvres. Ils étaient induits en erreur. La population, je parle de la population et non pas des multinationales. Ils ont offert des contrats bien payants et les gens ils étaient contents pour faire de l'argent. Mais après, ils se sont rendus compte comme quoi, malgré l'argent qu'ils ont gagné, ils vont payer trop cher parce que c'est une question de santé et c'est une question de vie. Ils n'auront plus l'occasion de vivre l'ancienne vie qu'ils ont vue dans la nature et le paysage qui était agréable aux États-Unis. Maintenant, au Texas, en Pennsylvanie, eh ben, c'est plus possible de vivre. Les gens ils doivent déménager, ils doivent quitter parce que ce n'est plus le même eau, ce n'est plus le même paysage. Même les animaux, ils commencent à perdre des poils, les chevaux, les chats et tout. Donc c'est invivable. Bon, je vais essayer quand même de vous défiler un peu pour parler. Tout à l'heure, mon ami Moussa, professeur Moussa Qassem a parlé de la fracturation hydraulique. Eh bien c'est très simple, vous voyez la différence entre le conventionnel et le non conventionnel. Le conventionnel, c'est une poche, là où il y a le gaz, avec un forage horizontal en pompe, et c'est tout. C'est une question de pompage. Mais pour le truc inconventionnel, il faut aller verticalement, il faut d'abord descendre plus de 2 km, 3 km en profondeur, et aller en horizontal, et après procéder à des fracturations, soit par des explosions, soit par des pressions hautes par l'eau et le sable, mais surtout l'introduction. Et c'est là où on est intervenu parce qu'on est obligé. Et jusqu'à présent, comme il a déclaré le président français François Hollande, il n'y a pas d'autre méthode. Jusqu'à présent, on veut nous mentir comme quoi il peut y avoir d'autres méthodes, mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'autre méthode qui peut donc
passer outre des produits chimiques. Et on a plus de 500 produits chimiques. Il y a des biocides, il y a des antioxydants, il y a des poisons, il y a du benzène, il y a des aldéhydes, il y a des acides. Et vraiment, c'est un truc mortel, des toxiques vraiment qu'on est en train d'injecter dans le sous-sol et qui vont infecter les nappes phréatiques. Donc c'est tout ça, la fracturation, c'est toute une infrastructure, c'est très lourd, et on veut nous mentir. Ils disent que le gaz de schiste est moins cher, ils ont même rabaissé le prix de vente, mais c'est parce qu'il y a des astuces dedans. Il y a eu une grande partie qui a été prise en charge par le contribuable américain concernant la recherche et concernant la prospection. Il a été prise en charge par le contribuable, ce n'est pas par les multinationales, et c'est pour cela que c'est biaisé. C'est une question des subventions et des trucs. Maintenant, on propose le gaz de schiste à un prix très bas. Donc, toute cette prospection elle a été faite donc, au détriment du contribuable, et on voit que c'est pratiquement c'est tout le monde qui est posé sur le schiste. Et le schiste, il retient, il emprisonne les gaz de schiste. Mais pour le libérer, il faut donc passer par cette technologie de la fracturation hydraulique. Donc les Américains qui sont très avancés, on ne va pas lire ça, le gaz de schiste non plus. Tout ça, ça a été dit par mon ami le professeur Moussa Kassem. Vous voyez que ce n'est pas propre. Vous voyez à côté la récupération des eaux usées. Et jusqu'à présent, il faut bien le noter, aucune station de traitement au monde ne peut traiter les eaux usées de la fracturation hydraulique. Ils ont essayé, mais ils ont empoisonné toute une rivière au Canada et aux États-Unis, et ils étaient obligés donc d'arrêter les traitements des eaux usées parce que c'est très toxique. Il y a des acides, il y a des produits qui dépassent donc les filtres et qui endommagent les stations de traitement des eaux usées. Alors, comme vous voyez, il y a des pertes. Tout à l'heure, il y avait une photo pour l'explosion, et ça, donc avec la première flamme, ça peut exploser. Donc, en fait, les gaz de schiste, il n'y a pas que du méthane, il faut le comprendre. Il y a d'autres produits avec le gaz. Le méthane ne représente que 20% de ce qu'on récupère. Les 80%, eh ben, c'est du CO2. Donc, on contribue encore à réchauffer l'atmosphère et de l'azote. Voyez donc le résultat. Ça, c'est un paysage qui est vraiment balafré, une fois pour toutes, et on est obligé chaque fois donc, à forer. Donc la densité, ce n'est pas comme le conventionnel où un seul forage peut récupérer toute une poche de gaz et rester des années. Là, on est obligé chaque fois à 2-3 km. Vous voyez l'aspect du terrain, il est partout. Ça, c'est en Pennsylvanie, aux États-Unis. Vous voyez, donc c'est le terrain. Ça, c'est une photo satellitaire qui montre donc la densité des forages qu'on fait sur le... Et c'est ça ce qu'on veut faire chez nous. En Tunisie, maintenant, ils ont commencé avec la nappe. Ils veulent faire la même chose en Algérie et au Maroc. Vous voyez donc là, c'est une carte. Il représente les points. Chaque point, c'est un forage. Ça, c'est dans les environs du Texas, aux États-Unis. Donc la pollution des eaux, sur 596 produits chimiques sont utilisés, il y a 29 qui sont hautement toxiques et cancérigènes. Et il s'est avéré donc, comme on l'a dit tout à l'heure, impossible de traiter les eaux usées du fracking au niveau des steppes municipales. L'industrie des gaz de schiste menace la faune, puisque tout le paysage maintenant est balafré, il est clôturé, et donc la biodiversité et la faune sauvage qui est menacée. Parfois il y a des choses bizarres qui arrivent, puisqu'on touche sur la structure la stabilité du terrain, il y a des choses vraiment bizarres qui arrivent, et c'est ça. Ça, c'est une fois qui a été notée au niveau de la Tunisie. Alors, tout à l'heure, mon ami Moussa, professeur Moussa, il a souligné cette action de la société civile partout, aux États-Unis, au Canada, en Europe, et maintenant aussi en Afrique du Nord, au Maghreb. Ce fameux documentaire, il mérite quand même un chapeau parce qu'il a contribué, et d'une façon extraordinaire, à passer l'information, à montrer le danger que représentent les gaz de schiste sur l'humanité. Et donc, partout, au Canada, en Europe, en Tunisie, en Algérie et maintenant au Maroc, il y a la population, la société civile qui se manifeste et qui veut dire son mot sur cette industrie qu'on qualifie de
de voyous. C'est une industrie qui n'est pas dans l'intérêt de l'humanité. Et donc partout, on voit la société, ici c'est au Canada, pour dire non à cette fracturation hydraulique. Ici c'est en Tunisie, la population qui se manifeste. Il y a aussi dans les écoles. En France, donc, grâce à la mobilisation, et là c'est un pas en avant, grâce à la mobilisation de la société civile, une loi qui a été promulguée le 13 juillet 2011 qui interdit la technique de la fracturation hydraulique pour exploiter les gaz de schiste et abroge de fait, il y avait des permis d'exploitation de gaz de schiste accordés à Total, à Montélimar et à la compagnie américaine et dans l'Alsace aussi, la France, mais aussi le Québec, vient d'autres pays comme la Roumanie, la Tchéquie et dernièrement aussi en Australie, donc, qui ont fait donc, des moratoires pour stopper cette industrie dangereuse. Alors au Maroc, il y a des choses qui se font en cachette. Et l'autre jour, il y avait une question de Cap Radio lors d'une interview qui était étonné. Partout on parle de gaz de schiste, sauf au Maroc. J'avais répondu pourquoi nous ne sommes pas informés. Toutes ces informations que je viens de chercher, c'est à travers de l'Internet, avec des échanges avec des experts qui sont un peu mis au courant, mais aucun communiqué officiel, rien du tout qui nous a informés comme quoi il va y avoir des choses qui se passent au Maroc. Et il y a des choses qui se passent au Maroc. Actuellement, vous voyez ce tableau, il montre les différentes régions qui ont été prospectées et qui sont favorables à cette industrie. Comme aux Agdes, à Boudnib, à Tedla, Ouarzazate, Sousse, c'est là où il y a l'eau. Maintenant il n'y a plus l'eau et le reste de l'eau, donc on va l'empoisonner. Et à Essaouira et aussi chez nous sur les hauts plateaux. Donc tout ça, c'est pratiquement, si on voit la carte, vous voyez que tout le Maroc, tout ce qui est en bleu, il y a du schiste. Donc c'est plus de 90% du territoire qui sont susceptibles à être forêt à être exploité par cette technologie. Alors, le programme prévisionnel des études géologiques, bon, tout ça c'est prévu. Donc, il y a un grand programme qui est lancé par l'Office national des hydrocarbures et des mines marocains. Il y a actuellement 4 compagnies, comme on l'a dit tout à l'heure, qui opèrent dans le domaine des shale gaz. C'est les gaz de schiste. Au Maroc, on les appelle shale gaz en anglais. Pour masquer un petit peu, pour dire que nous, on ne travaille pas avec les gaz de schiste, on travaille avec les shale gaz. Donc il y a 4 compagnies, Andalco, Repsol, Eoj, Est-Ouest, qui sont sur le terrain maintenant actuellement, et les programmes provisionnels, des études, des compagnies d'acquisition, sismique, et des... Voilà, donc il y a ce qui est en rose, c'est les terrains ou les zones qui ont été cédées à des compagnies pétrolières qui sont actuellement sur le terrain et qui sont en train donc de forer le terrain, et à partir de là donc ça va faire le boom d'après eux. Alors dans tout ça, il y a des accords de confidentialité, et là on se demande s'il y a vraiment un intérêt général pour le pays, pourquoi passer ces accords de confidentialité avec les compagnies pétrolières? Qu'est-ce qu'ils veulent nous cacher? Quand il y a quelque chose de confidentiel, c'est-à-dire qu'on veut cacher quelque chose aux gens, ils ne veulent pas dire la méthodologie, ils ne veulent pas dire, lister les produits chimiques qu'ils vont utiliser. Donc, pourquoi c'est un accord? Si c'est quelque chose d'intérêt, eh bien, qu'on nous informe. Et ça, c'est la déclaration de notre ministre de l'Environnement la semaine passée. Le gaz naturel est plus écologique que les autres énergies fossiles et se positionne comme une énergie d'avenir pour faire une confusion entre le gaz naturel, conventionnel et le gaz de schiste. Si c'est le CH4, c'est bien le CH4. Mais la technologie et la méthode d'utilisation, c'est très différent. Ce n'est pas la même chose, monsieur le ministre de l'Environnement. Donc la découverte des gaz de schiste aux États-Unis a dopé, il veut faire comme les États-Unis. Mais aux États-Unis, il faut bien dire que si monsieur George Bush et Dick Cheney ont détruit l'Irak et les États-Unis, eh bien c'est pas ça qu'on va doper l'économie et c'est pas comme ça qu'on va faire du développement durable. On va peut-être assurer le développement pendant 1, 2 ou 3 années, mais après ça va être la catastrophe, en témoignent les citoyens américains. Voilà donc l'action, ça c'est un truc qui doit être marocain. On va essayer. Bon, j'ai listé ici quelques actions pour essayer de démarrer la mobilisation de la population, des gens sur le... On a commencé à Al-Hossima pour annoncer la nouvelle.
à nos amis, associations, groupes de travail.